Oui, donc bonjour et merci de m'avoir invité pour répondre donc, en 15 minutes à une question aussi simple que celle-ci. La recherche peut-elle sauver notre environnement? Alors, je pense qu'il est important de rappeler d'où je viens. Donc, en fait, mes vraies compétences de scientifique, c'est à partir de données génomiques, de reconstruire un arbre phylogénétique, donc en particulier sur l'aspect méthodologique. Et donc, en fait, c'est une certaine compétence d'historien, d'une certaine manière. Et donc, plutôt que la question qui est dans le futur, c'est-à-dire peut-être sauver notre environnement dans le futur, je pense que je vais plutôt essayer de répondre à cette question. C'est quel rôle la science a-t-elle eu dans la dégradation de l'environnement? Ce qui nous permettra probablement de répondre de commencer à répondre à la question, peut-elle sauver notre environnement dans le futur? Alors là où on voit un premier problème pour les scientifiques qui bifurquent comme moi, c'est de passer en fait du confort de maîtriser un petit domaine scientifique qui est celui de la phylogénétique pour une question beaucoup plus vaste. C'est que on se rend compte de son ignorance. Et par exemple, quand on pose la question quel rôle la science a-t-elle eu dans la dégradation de l'environnement, se pose la question mais de quelle science parle-t-on? Et définir la science devient tout de suite très difficile. Et je n'ai pas forcément une bonne réponse. Et donc vous voyez très vite mes limitations. Et vous verrez certainement mes limitations et les approximations qui en résultent tout au long de ma présentation. Et j'espère qu'on pourra corriger ça lors de la table ronde. Donc je suis allé chercher dans Wikipédia. Donc la science a pour objet de comprendre et d'expliquer le monde et ses phénomènes au départ de la connaissance, dans le but d'en tirer des prévisions et des applications fonctionnelles. Alors, je pense que les mots comprendre et application fonctionnelle sont particulièrement importants, et on va essayer de préciser ça. Je pense qu'un des aspects importants pour moi de la science, que j'appellerais la science moderne, ou science galiléenne, c'est le fait d'accepter l'idée que la science est écrite en langage mathématique. Et je pense que ça a vraiment beaucoup d'importance pour différencier la science moderne des autres sciences que les humains ont pu avoir. Et je pense aussi que, pour reprendre la citation de Galilée dans sa complétude, je pense qu'il est intéressant de séparer la science galiléenne, qu'on pourrait peut-être représenter par Galilée, qui est la volonté de comprendre, en fait, l'univers qui nous entoure, de la science prométhéenne, qui est plus représentée par Descartes et Bacon, qui est nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. Donc, qui est tout à fait différent de vouloir comprendre. Même si, bien sûr, Descartes a parfaitement conscience qu'il faut comprendre pour pouvoir devenir maître et possesseur de la nature. Et je pense que ce problème de différents types de sciences, entre sciences galiléennes et sciences prométhéennes, entre comprendre et agir, ont tendance à être assez confus dans les discussions, et je pense que c'est assez important de le clarifier. Et donc, je parlerai plus de la science prométhéenne, bien sûr, que de la science galiléenne. Alors, quel est le support pour la science de manière générale, même si la définition n'est pas très claire, dans le monde actuel? Donc, on va prendre juste quelques exemples. Par exemple, UNESCO, qui a décidé que l'année 2022, donc cette année, était l'année des sciences fondamentales. Et ce qui est sur la page web d'accueil de cette année des sciences fondamentales, c'est que les sciences fondamentales sont la condition sine qua non pour un développement durable. En d'autres termes, on a besoin de sciences fondamentales si on veut un développement durable. Donc la durabilité est conditionnée, d'après l'UNESCO, par les progrès dans les sciences fondamentales. On peut voir tout un ensemble d'autres personnes. Donc là, j'ai pris juste deux exemples. Donc Greta Thunberg, qui nous dit qu'il faut être unis derrière la science, ou Barack Obama, qui nous dit que la science est plus essentielle que jamais pour notre prospérité, notre santé, notre environnement et notre qualité de vie. Donc vraiment un très fort soutien de sources différentes en faveur de la science et de la recherche scientifique. Alors, ce n'est pas un soutien unanime, mais c'est un soutien qui est très très fort, parce que je pense que c'est quand même assez représentatif de notre société. Et en fait, une des raisons pour lesquelles ce soutien est très fort, c'est toutes les promesses que font les scientifiques. Par exemple, c'est les émissions négatives de dioxyde de carbone qui jouent un rôle de plus en plus important dans les rapports du GIEC, avec par exemple ces merveilleuses usines éco-responsables qui capterait le CO2 d'atmosphère, comme celle-ci qui a été construite en Islande, ou ces arbres génétiquement modifiés qui, dans des plantations très riches en biodiversité, permettraient de fixer aussi du carbone. Un autre exemple, c'est le fait de disposer d'une énergie propre et inépuisable grâce à la fusion nucléaire, et vous connaissez tous ce projet ITER. Alors,
ce qui est pour moi en fait devenu fondamental, c'est est-ce que ce soutien et cet imaginaire que la science est cruciale pour résoudre la crise environnementale, en fait repose sur une hypothèse que j'ai décidé d'appeler l'hypothèse du savoir. Et c'est l'hypothèse qui est souvent implicite, mais qu'une meilleure connaissance scientifique est la clé de la protection de l'environnement. Et ça, c'est particulièrement vrai dans mon domaine de recherche à l'université. Je donne juste une citation ici, pour dire que si on veut avoir un monde durable, il faut avoir une compréhension complète des connexions entre l'écosystème et le bien-être humain, et surtout les drivers et les respondeurs, je ne sais pas comment traduire ça, au changement. Le problème que j'ai avec cette hypothèse, c'est qu'à ma connaissance, il y a très peu d'intérêt pour tester cette hypothèse. En tant que scientifique, avec un minimum de culture en épistémologie, on sait que on peut faire beaucoup d'hypothèses, mais ce qui est clé, c'est essayer de vérifier est-ce que cette hypothèse résiste aux faits, à la réalité. Et à ma connaissance, alors peut-être que c'est parce que je n'ai pas trouvé la bonne littérature, j'ai vu à peu près aucun travail pour essayer de tester cette hypothèse, pour essayer de l'étudier. C'est-à-dire quel est l'impact réel de la science et de la recherche scientifique sur le monde. Est-ce que ça permet réellement de protéger l'environnement? Alors, j'ai rien trouvé, donc je vous propose juste un test que j'ai inventé, que je sais être particulièrement rudimentaire, mais qui me semble quand même être assez intéressant dans le principe, au moins pour ouvrir notre imaginaire, qui est de tester l'hypothèse du savoir. Donc on va imaginer un monde très simple, où la seule chose qui varierait serait la quantité et la qualité du savoir scientifique. Et donc, on pourrait étudier la relation qu'il y a entre la quantité de savoir scientifique et la dégradation de l'environnement. Et ce à quoi on s'attend, c'est avoir une corrélation négative, c'est-à-dire que plus la connaissance scientifique est élevée, donc à gauche du diagramme, plus l'environnement est protégé, c'est-à-dire qu'il y a une très faible dégradation de l'environnement, et que moins on a de savoir scientifique, plus l'environnement est dégradé. C'est ça, fondamentalement, ce que prédit l'hypothèse du savoir. Donc, j'ai voulu tester ça. Alors, j'ai pris la période 1975 à 2014, parce que la question écologique était bien connue pendant cette période de temps. Il faut savoir que les plus grandes lois de protection de l'environnement ont été prises en particulier aux États-Unis au début des années 70. C'est Richard Nixon qui a pris les plus grandes mesures en fait, de protection de l'environnement, en particulier avec la création de l'EPA. Donc c'est vraiment une époque où on avait une pleine conscience qu'il y avait un problème écologique. Donc c'est pas parce qu'on ignorait, ça c'est aussi un autre problème qu'on pourrait discuter, la question écologique est en fait connue depuis en fait, quasiment les origines de la civilisation. Donc sur cette période de temps-là, qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre pour mesurer la quantité de savoir scientifique et la dégradation de l'environnement? Alors j'ai pris deux choses, parce que c'est très difficile de quantifier les savoirs scientifiques, et je sais que prendre le nombre d'articles scientifiques est certainement une approximation grossière de la quantité de savoir scientifique, mais c'est quand même pas complètement inutile, parce que sinon on arrêterait de publier les articles scientifiques si les articles scientifiques ne servaient à rien. Donc je pense qu'il y a quand même une certaine valeur à utiliser le nombre d'articles scientifiques pour mesurer la quantité de savoir. Et puis la deuxième chose que j'ai prise pour mesurer la dégradation de l'environnement, c'est de prendre les émissions de CO2 par humain. Alors je pense que c'est particulièrement important de prendre par humain, puisque effectivement il y a une croissance de la population humaine, et donc ça peut interagir, comme ça a été discuté tout à l'heure, avec tout un autre ensemble de facteurs. Donc ici on corrige pour la croissance de la population humaine. Et donc on peut facilement calculer tout ça, et voilà ce que ça donne. C'est-à-dire qu'on attendait une corrélation négative, et ce qu'on observe, c'est une très forte corrélation positive. Donc en d'autres termes, il y a, pour ce test très simple, un rejet de l'hypothèse du savoir. L'hypothèse du savoir qui prétend qu'une meilleure connaissance permet de mieux protéger l'environnement est complètement rejetée par ce testeur. Alors, bien sûr, ça pose la question, est-ce que ce n'est pas exactement l'inverse? C'est-à-dire qu'une meilleure connaissance scientifique permet de mieux dégrader l'environnement. Alors je sais, bien sûr, qu'une corrélation n'est pas une causation. Et là, on rentre dans un problème qui est extrêmement compliqué. Et c'est là, en fait, où j'ai beaucoup plus d'inconfort pour parler que quand je parle de phylogénie.
parce que c'est une question où je maîtrise beaucoup moins les choses que dans mon domaine scientifique de départ. Mais je vais essayer de vous montrer tout un ensemble de facteurs, alors très rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, pour expliquer pourquoi la science dégrade l'environnement. Alors, on va différencier deux catégories. Les premières, c'est les conséquences souhaitées de la science et les conséquences collatérales. Alors, les conséquences souhaitées de la science, quand on regarde d'un point de vue historique, et je pense que ça ne fait pas tellement de doute, en particulier quand on voit les textes de Bacon et de Descartes, c'est que ça fournit des outils de domination. Et ce qu'il faut bien savoir, c'est que ça fournit surtout des outils de domination de l'homme, en premier lieu. C'est-à-dire que si vous regardez l'histoire des sciences, vous voyez qu'il y a beaucoup plus de travail au départ sur les problèmes d'armement, de recensement, donc pour savoir quelles étaient les ressources économiques que pouvait posséder un pays, en particulier au XVIIIe siècle, le recensement a été une activité majeure. Le développement aussi de la bureaucratie, ça c'est plus au XIXe siècle. Donc le premier outil de domination que ça a fourni, c'est la domination des hommes, et en parallèle de domination de la nature, donc en particulier toutes les technologies d'exploitation des ressources. Et aujourd'hui encore, je pense qu'il suffit de regarder les financements de la recherche pour constater que l'essentiel du financement de la recherche va à fournir des outils de domination, des outils d'exploitation, beaucoup plus que des outils de protection. Donc, je pense que dans l'histoire, on peut considérer que la science a été financée pour dégrader l'environnement. Vraiment, c'était pas aussi explicite que ça, mais c'était vraiment, on savait qu'on dégradait l'environnement, et toutes les études historiques à partir du XVIIIe siècle montrent qu'on était parfaitement conscient de la dégradation de l'environnement, mais on considérait que c'était une bonne chose parce que ça permettait en particulier d'augmenter le pouvoir des humains. Alors, ce sur quoi je voudrais un petit peu plus discuter, c'est les conséquences collatérales de la science, qui me semblent importantes. Et je pense que la présentation d'Jürgen me permettra d'aller un petit peu plus vite sur la croissance de l'empreinte environnementale de la recherche, mais je pense quand même qu'il faut en parler. Pas seulement sur l'état d'aujourd'hui, mais sur l'histoire en fait, de l'empreinte environnementale de la recherche. Pour une raison toute simple, c'est que je pense que tous les domaines scientifiques, de manière différente, mais ont ce même principe de la croissance, d'avoir besoin de mesures de plus en plus précises, d'avoir besoin d'expériences dans des conditions de plus en plus contrôlées, ce qui implique des produits de plus en plus purs, d'avoir de plus en plus de répliques expérimentales, ça c'est particulièrement vrai en écologie par exemple, d'avoir des méthodes analytiques de plus en plus sophistiquées, d'avoir de plus en plus de données de manière générale, de plus en plus de simulations numériques, etc. Bref, toujours de plus en plus. Et je vais juste vous montrer quelques exemples dans différents domaines scientifiques, donc que vous connaissez pour certains très bien. Donc le premier, c'est les télescopes, où là, vous avez l'évolution du diamètre des télescopes depuis Galilée, et vous n'avez pas besoin d'être un expert en environnemental pour vous douter que la lunette astronomique de Galilée avait une empreinte environnementale beaucoup moindre que ce radiotélescope aussi. Et je pense aussi qu'il est très important ici de voir que je ne m'intéresse pas à l'empreinte carbone, parce que je pense que l'empreinte carbone est assez trompeuse, pour une raison toute simple, c'est que les technologies pour produire l'énergie, enfin la plupart des technologies, on pourrait discuter du nucléaire, mais les autres technologies pour produire de l'énergie à la place des énergies fossiles, c'est des technologies qui nécessitent beaucoup plus d'espace, beaucoup plus de ressources matérielles, et qui donc ont un impact beaucoup plus grand sur la biodiversité que les énergies fossiles. Donc pour produire la même quantité d'énergie non fossile, on n'impacte plus la biodiversité. Donc je pense qu'il est extrêmement important d'avoir une idée de l'empreinte environnementale globale et pas que de l'empreinte carbone. Donc c'est pour ça que je parlerai nulle part de l'empreinte carbone. Donc un autre exemple, c'est les accélérateurs de particules, où ce qui compte, c'est l'énergie des collisions, où on voit de nouveau une très importante croissance de l'énergie. On sait très bien que plus on a besoin d'énergie de collision, plus on a besoin de grosses infrastructures. Et par exemple, les 300 kilotonnes d'équivalent CO2 du CERN, juste pour les gaz, me semble un élément très emblématique de ce problème-là. Un autre exemple, et je pense qu'ici c'est particulièrement bien adapté, c'est l'évolution du nombre de satellites scientifiques, où vous voyez clairement une augmentation importante du nombre de satellites scientifiques dans l'espace depuis les années 70. Un autre exemple dans un domaine que je connais bien, qui est la génomique, donc le nombre de nucléotides séquencés. Alors, il y a une très belle croissance exponentielle, avec ici ce qui me semble assez intéressant, c'est de voir que, c'est pour ça qu'il y a Bill Clinton,
c'est en 2000, quand on a séquencé le génome humain, c'était un grand achèvement. En gros, on avait la carte du génome et donc on pouvait en gros s'arrêter de faire du séquençage. On voit comment c'est clairement pas du tout ce qui s'est passé. En fait, ça a multiplié la quantité de séquences qu'on a produites, d'avoir ce génome humain. Et dernier exemple, c'est l'utilisation de technologies très polluantes, comme l'utilisation du scanner, des isotopes STAM ou du GPS, dans des domaines scientifiques qui étaient relativement peu gourmands en ressources, comme les neurosciences, l'archéologie ou l'écologie. Et on voit de nouveau une augmentation. Alors, dernier point, et je pense que je vais juste aller très très vite là-dessus. Donc en fait, où on en est aujourd'hui, donc le CERN par exemple utilise 1,3 TWh d'électricité, c'est-à-dire autant d'électricité que Madagascar. En d'autres termes, 20 000 employés, c'est même pas chercheurs, consomment autant d'électricité que 24 millions d'habitants. Donc je pense que cet ordre de grandeur, 1000 fois plus qu'un Malgache. Un autre exemple, c'est le plastique en biologie moléculaire, enfin en biosciences de manière générale, où il a été estimé qu'environ 2% de la production de plastique était liée à la recherche en biosciences. Donc on a une empreinte en croissance et déjà faramineuse, des ordres de grandeur au-dessus du reste de la population humaine. Alors un dernier point sur la croissance infinie, c'est que mon hypothèse, c'est que c'est la recherche scientifique qui a amené l'idée de croissance infinie. Donc on a bien conscience que l'idée de croissance infinie est inhumaine, dans le sens où c'est totalement contraire à nos sens. Pourtant, la croissance infinie du savoir est quelque chose qui nous semble naturel à nous scientifiques. On ne veut pas imposer la moindre limite à la connaissance. Et je pense en fait que c'est cette croissance infinie du savoir qui a ouvert la voie à la croissance infinie d'économie. Et je prendrai comme exemple, pour supporter ça, que des économistes libéraux bien connus, comme John Stuart Mill, écrivaient en 1848 qu'il faudrait penser à atteindre très prochainement, en 1848, penser à atteindre très prochainement un état stationnaire. Imaginez un scientifique écrire ça. Est-ce que vous avez un seul exemple de scientifique qui envisage un état stationnaire de la recherche scientifique? À ma connaissance, non. Peut-être que je me trompe, mais il y a quelques scientifiques comme Grothendieck qui envisagent d'arrêter la recherche scientifique, mais atteindre un état stationnaire, j'en ai jamais entendu parler. Alors, les conséquences collatérales de la science, il y en a d'autres, qui me semblent très problématiques, mais que je vais juste évoquer parce que je n'ai pas le temps. Mais peut-être que lors de la table ronde, on pourra le faire. Donc le premier, c'est que la science, de mon point de vue, est devenue notre religion. Quand on a un problème, on se tourne vers les scientifiques pour le résoudre. Tout comme autrefois, on faisait une offrande aux dieux. D'ailleurs, on donne de l'argent aux scientifiques pour qu'ils résolvent. On fait une offrande, exactement de la même façon. Donc il y a un rejet de la démocratie, du fait qu'on n'arrive pas à partager nos savoirs, donc ce qu'on pourrait appeler une épistocratie. Un autre problème important, c'est le déni, qui est à mon avis inhérent à la recherche scientifique. Comme le savoir scientifique est un savoir qui est toujours provisoire, il est toujours très facile de dire « Ah ben non, c'est pas la vérité, vous avez besoin de plus d'études ». C'est très clairement ce qui s'est passé pour le tabac ou pour le réchauffement climatique. C'est-à-dire que la science, d'une certaine manière, empêche d'accepter les choses relativement évidentes. Donc, d'autres points, c'est l'hyperspécialisation, et ça, j'en suis particulièrement conscient, puisqu'en essayant de sortir de mon domaine, j'ai vu toute mon ignorance et tout ce que je ne savais pas et que je continue à découvrir, et qui est particulièrement problématique quand on cherche à étudier des questions relativement larges, comme l'avenir de la vie sur Terre. Et le dernier point, c'est la malformation des enfants. Mais on ne va pas parler de ça. Je voudrais juste terminer par une vision un petit peu provocante. C'est de dire que la science crée une vision inappropriée du monde, peut-être même irréaliste. Et en fait, c'est simplement parce que la vision scientifique du monde consiste à ne voir que ce qui peut être étudié, que ce qui peut être quantifié. Et donc prêt à mettre de côté tout ce qui est réellement important, mais qui n'est pas facile à étudier. On peut prendre quelques exemples. En économie, il y a ce qui a un prix et reste. C'est ce qu'on appelle les externalités, où en gros on ne s'y intéresse pas, parce qu'on ne sait pas comment les quantifier. Mais c'est aussi très vrai en écologie, et ça je pourrais vous donner d'autres exemples plus concrets. Dans le domaine scientifique, c'est quel est l'impact de la science sur le monde? C'est une question extrêmement complexe. Par exemple, quel sera l'impact de l'exobiologie sur l'humanité et la Terre dans 5 siècles? Est-ce que c'est une question qu'on est prêt en tant que scientifique à aborder? Ou on peut prendre une question plus simple.
quelle a été la conséquence de la découverte des exoplanètes sur l'humanité? Là, on peut juste se contenter de faire de l'histoire et pas faire de la prospective. Mais même cette question-là, on est très loin de savoir y répondre. Et c'est pourtant une question fondamentale. Donc je pense qu'un des gros problèmes de la science, c'est que ça crée une vision du monde qui est hors sol, d'une certaine manière hors réalité. Un petit peu paradoxal pour des gens qui étudient la réalité, mais voilà. Alors, ce que je critique, c'est pas la science en général, parce que je suis convaincu que les découvertes scientifiques sont, en termes de connaissance du monde, tout à fait de qualité, mais c'est la croyance que la connaissance exacte des mécanismes sous-jacents de notre monde est nécessaire à l'élaboration d'une connaissance humaine. Et je pense qu'on a fondamentalement besoin de redéfinir complètement ce qu'on appelle la science. Et j'espère que Dominique Bourg, dans sa présentation, abordera cette question qui me concerne de plus en plus, c'est quelle science veut-on? Voilà, donc je vais m'arrêter là parce que je pense que j'ai dépassé mon temps. Merci Hervé. Alors on va prendre une question, parce que sinon on va trop déborder. Oui, merci Hervé. Très intéressant, très riche en idées à débattre pour la table ronde. Effectivement, je pense que beaucoup des choses que tu critiques à la science, c'est les scientifiques par eux-mêmes en sont conscients. La preuve, on est là aujourd'hui. Et c'est plutôt les publics non éduqués qui vont croire que la science est peut-être la solution à tout. Mais ma question est plus concrète. Quand tu dis la science, tu fais référence à une science particulière, appelée prométhéenne. Mais je pense qu'aujourd'hui, jusqu'à quel point ce que tu appelles la science n'est pas simplement la production des données, et qu'à un moment donné, la science ou l'acquisition des connaissances n'a peut-être pas besoin de tant de données. Donc, séparer la quantité et la qualité. Et que peut-être la qualité va arriver à un plateau de manière indépendante des données à un moment donné. Et qu'on est plus, je dirais 90% des scientifiques, voire plus, on n'est que des producteurs de données. Et la vraie science, celle de la qualité, celle de la compréhension des mécanismes, n'a peut-être pas besoin d'autant de données. Et qu'on a multiplié la production des données, c'est ce qu'on fait, mais que finalement, on peut tirer ou on peut apprendre autant avec des données de qualité, bien pensées à l'avance, c'est-à-dire quoi prendre comme données, et bien analysées par la suite. On n'a pas besoin peut-être d'autant. Alors, je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il y a un abus à propos des données dans la période récente, et je pense que cet abus des données est essentiellement dû à l'informatique qui permet facilement de traiter les données. Et je suis parfaitement conscient que les journaux comme Nature et Science accèdent beaucoup plus facilement à un papier qui a beaucoup de données, même si ce n'est pas très intéressant l'analyse des données. Mais c'est aussi pour ça que j'ai choisi de prendre une perspective historique sur des siècles, où on voit que la science a eu besoin d'augmenter la quantité de données pour améliorer la connaissance scientifique. Et dans mon domaine particulier, la phylogénie, c'est évident que entre le petit nombre de caractères morphologiques qu'on pouvait avoir, passé à l'analyse de quelques gènes, a grandement amélioré, parce qu'on est passé de quelques dizaines à quelques milliers de caractères. Puis quand on est passé au niveau des génomes à quelques millions de caractères, on a continué à améliorer les inférences phylogénétiques. Donc je veux dire, il y a un abus aujourd'hui, mais la tendance à l'augmentation et au besoin de données, et de données de plus en plus précises, me semble tout à fait naturelle au processus scientifique qui vise à mieux comprendre le processus. Alors c'est sûr qu'on pourrait réduire sensiblement, diviser par 2, peut-être même par 10, notre empreinte carbone si on se mettait à analyser les données existantes, comme Jürgen l'a indiqué, plutôt que de produire de nouvelles données, mais ça n'empêche qu'on buterait sur une limite assez vite quand même, peut-être dans 10 ou dans 20 ans. Et en plus, l'analyse de données, quand on en a beaucoup, c'est quelque chose qui coûte cher, puisque les méthodes d'analyse, c'est des méthodes informatiques, hein, souvent, surtout quand on a beaucoup de données, qui sont aussi très demandeuses en ressources. Et ce qu'on va faire dans ces réanalyses de données, ça va être augmenter la qualité des méthodes d'analyse. Donc en général, les complexifier, donc d'avoir besoin de plus de calculs en fait, hein, pour les analyser, les mettre en parallèle, par exemple, interconnecter des données pour voir les influences des uns sur les autres. Et ça va nécessiter plus de ressources, même si on n'acquiert pas de nouvelles données. Donc je ne pense pas que l'histoire des sciences nous montre qu'on puisse faire autre chose que d'augmenter notre empreinte environnementale.